Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13 heures. Pour commencer, sachez que nous attendons d'un moment à l'autre la liste du nouveau gouvernement qui pourra tomber avant la fin de cette édition où nous vous l'annoncerons au cours d'une édition spéciale à laquelle vous aurez droit dès que nous recevrons la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Cela dit, comme vous le savez déjà, les inondations du 28 août dernier ont causé d'énormes dégâts entraînant de nombreux sinistrés, surtout en communes 1 et 4 du district de Bamako. Plus de 9000 personnes sont provisoirement hébergées dans les établissements scolaires, une solution qui ne rassure guère avec l'ouverture très prochaine des classes. Notre équipe de reportage, dirigée par Nando Dambélé, est allée s'enquérir des conditions de vie de ces familles et les nouvelles dispositions en cours pour les recasement. Voici son reportage. Avec plusieurs habitations effondrées, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Elles sont plus de 5000 en commune 1 et plus de 4000 en commune 4, hébergées provisoirement dans des écoles où les conditions d'existence varient d'une commune à l'autre et d'un site à un autre. L'État est connu. C'est la mague à Bassoro, chocolat. On a 50 kilins de Néninchema. Au coffre, on a biscuit, ticket de gagner une anneau dame. Coco, Luca en balu. Gelea donne min connu banca. Oui, nation codé. Ce que confirme le maire de la commune 4. Nous sommes à peu près à 8 millions de francs CFA de dons récoltés au niveau de notre commune. Et nous avons des dons en nature. Des dons en nature qui sont de plusieurs catégories. Vous avez des vivres, des médicaments, le nécessaire d'habillement, de couchage, mais vous avez aussi des nécessaires de cuisine et autres nécessaires domestiques. Tous ces dons, nous avons souhaité coordonner leur réception et leur déploiement. J'ajoute ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que le comité d'urgence contient déjà des représentants des sinistrés. Et que dans chacun des 2 sites temporaires dans les écoles où les sinistrés sont accueillis, des organisations ont été mises en place. En commune 1, le son de cloche est le même, avec quelques nuances près. Ne yɛrɛ kɔni min filɛ nin ne ye balo sɔrɔ ne ye dotation min sɔrɔ o dotation dira ne ma o fana o dira bɛɛ ma musakako ye 5000 d'an ma yan donc o ye 5000 de d'an ma yan k'an ko k'an musakaw mɔgɔ caman bɛ yan nɔ u ma balo sɔrɔ u ma birifini sɔrɔ u ma dɛbɛn sɔrɔ u ma matelas sɔrɔ. Nous avons travaillé avec ce qu'on avait comme moyens et ce qu'on a reçu comme moyens en faisant des kits à chaque déplacé, ensuite à les installer dans les salles de classe. Ce travail a été très bien fait et les gens ont été ravitaillés. Pour les nouveaux sites d'hébergement, les autorités municipales et leurs partenaires sont à pied d'œuvre pour parer au plus pressé. Il y a la gestion de l'après. Le comité a entrepris des démarches qui consistent essentiellement à identifier un site de relocation et à trouver des tentes pour reloger de manière temporaire les populations concernées. Hier à 15h, on était en réunion avec le comité de crise élargi. Nous avons répertorié en tout cas 3 sites d'hébergement non aménagés pour le moment. Pour une meilleure gestion des dons faits aux sinistrés, les autorités municipales invitent les donateurs à passer toujours par les comités de crise. Rappelons que toutes les dispositions prises ou en cours pour gérer cette crise sont provisoires et que des stratégies globales sont en train d'être élaborées pour une meilleure sortie de crise. Ces inondations ne concernent pas que la capitale Bamako, puisque les fortes pluies qui se sont abattues ces jours-ci à Kaï ont provoqué d'énormes dégâts dans les quartiers de Kaindi, Legal Ségou et Khasso. Maisons effondrées, vivres et bétail emportés, les dégâts matériels sont importants. Des initiatives ne manquent pas pour porter assistance aux victimes. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces inondations? L'inexistence de caniveaux par endroits, c'est bien sûr l'évacuation des eaux pose problème et le sujet est pointé du doigt. Suivons ce reportage. Des fortes pluies se sont abattues sur Kaï ces dernières 48 heures et ont causé des inondations dans les quartiers de Kaindi, Legal Ségou et Kassou. À
À Legalségou, à côté de la direction régionale de la douane, des familles sont envahies par les eaux et ont perdu vivres, biens et animaux, tous emportés par l'eau. À Kaindi, ce sont les populations qui se mobilisent pour faire loger les sinistrés dans les bâtiments inhabités. Notre équipe de reportage n'a pu accéder à ces populations de Kaindi car la route est coupée par l'eau. Les fortes pluies qui se sont abattues ont causé d'énormes dégâts. C'est inexplicable. Des familles entières, une trentaine qui se trouvent sous l'eau à hauteur d'1 mètre. On ne peut pas être, en tant que responsable, on ne peut pas s'asseoir et regarder. On est en train de recenser tous les ressortissants de Kaindi qui ont des maisons vides pour pouvoir reloger ces sites. La direction régionale de la protection civile a mobilisé tout son personnel et matériel pour venir au secours des victimes. Le constat, il est amer sur plusieurs points. D'abord, quand nous sommes venus, il n'y a pas un système d'évacuation. Donc on s'est transporté vers la centrale d'Orange Mali. Là-bas, il y avait des grillages qui bloquaient, n'est-ce pas, les résidus. Donc il fallait dégager ces grillages-là. Ensuite, essayer de voir en amont de ces grillages-là, qu'est-ce qu'il faut faire. Ces inondations que les populations de Kayi vivent chaque année sont dues au manque de caniveaux de drainage des eaux de ruissellement. On espère, parce qu'à Kayi, tant qu'il n'y aura pas de fossé, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Le maire de la commune urbaine de Kayi, après avoir fait le tour des zones inondées, lance un appel à toutes les bonnes volontés pour venir en aide aux sinistrés. La mairie quand même est toujours là avec ses partenaires. On verra quand même avec la possibilité de nos moyens ce qu'on pourra apporter comme soutien. Les Kayisiens craignent que ces inondations soient source de maladies diarrhéiques. Un reportage de Jafar Aïdara. Sur un tout autre plan, à Koulikoro, la coalition malienne publie ce que vous payez en partenariat avec Oxfam Novib a organisé jeudi dernier une rencontre d'échange et de partage sur la fiscalité minière. Elle a saisi cette occasion pour présenter les résultats de l'analyse de son rapport d'audit 2010, compte rendu Koumba Sissé. Cette rencontre organisée par la coalition malienne de publier ce que vous payez en partenariat avec Oxfam Novib a été axée sur l'information de la fiscalité minière. Il s'agit d'échanger sur les résultats de l'étude sur le développement socio-économique des habitants des sites miniers de Kayi et Sigassou, notamment le respect des droits économiques et socio-culturels de ces deux régions concernées. Depuis un certain temps, on se bat pour que les choses puissent améliorer, les conditions économiques des populations puissent être améliorées, et que les Maliens tirent beaucoup de bénéfices de ces mines et que tout se passe dans la transparence et dans un cadre bien éclairci. Au cours des travaux, des explications d'éclaircissement ont été données aux participants sur la fiscalité minière. Les questions de transparence aujourd'hui qui sont débattues au cours de cet atelier aujourd'hui, je crois que ces questions pourront vraiment permettre à l'État de changer un peu son fusil d'épaule. Selon le constat général, l'implantation des compagnies minières dans les régions Kayi et Sigassou a permis la réalisation de plusieurs infrastructures, à savoir des écoles, des centres de santé, des pistes rurales et des périmètres maraîchers. Au-delà de ces effets positifs, les interlocuteurs du jour ont fait savoir aux participants que ces industries ont créé aussi d'énormes dégâts sur le respect des droits de l'homme, comme le non-accès à la terre, aux revenus, entre autres. Le mouvement Jeunesse et Avenir MJA a effectué du 14 août au 3 septembre un voyage d'études et de formation à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au total, 75 élèves et étudiants maliens ont fait le déplacement. Plusieurs activités ont été menées au cours de ce voyage d'études, compte rendu Nouhoum Sissoko. Le mouvement Jeunesse et Avenir MJA se veut un acteur qui œuvre pour la culture de l'excellence dans l'espace scolaire et universitaire. C'est dans cette optique que le mouvement organise depuis 2011 des voyages d'études et de formation à l'intention des élèves et étudiants du Mali dans un pays de la sous-région pour des échanges d'expériences. Le pays hôte de la 3e édition était le Burkina Faso. Chaque matin, nous avions au moins 45 minutes dédiées à la lecture pour promouvoir la culture de lecture et surtout de l'excellence au sein de l'école malienne. Et on avait des débats contradictoires qui permettaient aux participants de pouvoir se hisser et surtout d'extérioriser ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Nous avons fait des compétitions en athlétisme de 100 mètres,
2 reprises. Nous avons été premier, deuxième, troisième avec les associations du Burkina Faso. Nous avons fait 4 matchs, 4 victoires avec les associations et écoles du Burkina Faso. Et surtout, nous avons eu aussi à faire une séance de travail avec le ministre des enseignements secondaires supérieurs et la recherche scientifique du Burkina. Selon le président, le voyage de Ouaga est jugé satisfaisant et l'espoir est permis. Nous, on est revenus au pays étant très fiers de nous, parce que nous pensons en un premier temps que le niveau chez nous au Mali était vraiment très bas. Mais vu ce que nous avons élaboré comme tactique, comme stratégie, nous avons compris que réellement, il y a toujours des potentialités de l'espoir au niveau du Mali, parce que dans la sous-région, sur le plan communicationnel, nous avons été primés. L'ensemble des 75 membres qui ont participé à ce voyage, vraiment, on est revenu très fiers et on a rehaussé le niveau, l'image du Mali au Burkina Faso. Pour sa 4e édition, jeunesse et comme destination la Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, plusieurs partis de l'opposition ont boudé les concertations nationales organisées dans le pays. Pour ces partis, contre certains pensent même que c'est la voie à une révision constitutionnelle. Si la situation dans l'est du pays est dans tous les esprits, les unes de la presse s'intéressent aux concertations nationales. Initialement prévues mercredi, ces assises se sont ouvertes aujourd'hui. Mais d'ores et déjà, les principaux partis de l'opposition ont décliné l'invitation. L'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi maintient sa ligne de conduite. Ces concertations convoquées par personnalité qui n'a ni légitimité, ni crédibilité, ni qualité, n'apporteront rien de neuf, ne vont pas résorber la crise dont la cause principale, c'est le hold-up électoral. Quant à l'Union pour la nation congolaise, elle refuse de cautionner ce qui ressemble à une tentative de révision constitutionnelle. Ça va accoucher d'une souris, ils vont bouffer quelques perdièmes et puis prendre quelques résolutions parce que l'âme du peuple n'est pas dans cette concertation-là. Ça, c'est une histoire taillée sur mesure de M. Kabila qui a des ambitions de réviser la Constitution, les ambitions de nous impliquer dans une transition pour que en 2016 ou 2019, ils disent, voilà, je n'ai pas terminé mon mandat, je reprends encore ma candidature à la présidence. Seule exception au sein de l'opposition, le mouvement de libération du Congo. Son leader, Jean-Pierre Bemba, pourtant emprisonné à La Haye, a accepté de jouer le jeu démocratique. Nous pouvons dire que nous sommes à la base de l'idée du dialogue. Deuxième raison, nous pensons que dans le cadre de ces échanges, nous avons des choses à dire, nous avons une contribution à faire pour sortir notre pays du bourbier dans lequel il se trouve plongé aujourd'hui. Le comité préparatoire, comprenant des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile, a déjà tracé le cadre de la concertation. Ensemble, ils se sont donné 15 jours pour définir les voies et moyens pour sortir le pays de cette interminable crise. Toujours sur le continent africain, l'actualité nous conduit au Maroc où nous parlerons de transport maritime avec l'acquisition d'une nouvelle flotte. Nous ferons un tour en Égypte où des manifestations ont fait des morts, mais également en Somalie pour parler d'attentats. En Somalie, un double attentat a fait au moins 18 morts samedi à Mogadiscio. Les islamistes Shebab ont revendiqué cet attentat et affirment avoir tué de hauts responsables, mais des témoins ont déclaré que les victimes semblaient plutôt être des gens ordinaires. L'attentat intervient seulement 4 jours après une embuscade en Somalie. En Égypte, 2 personnes ont perdu la vie à Alexandrie et à Damietta lors d'affrontements entre pro et anti-Morsi en marge de rassemblements des partisans de l'ex-président. Ces rassemblements n'avaient attiré que quelques milliers de personnes à travers tout le pays. Depuis le 14 août, l'armée et la police dispersent violemment presque tous les rassemblements des partisans de Mohamed Morsi. Depuis mi-août, 1 millier de personnes ont été tuées, des manifestants pro-Morsi pour la plupart. C'est le plus long navire du monde et il est en ce moment dans le port de Tanger. Vendredi, les Marocains ont accueilli avec fierté le Maersk Mckinney Møller lors de son voyage inaugural. Mis en service le 2 juillet, le géant des mers danois est long de 400 mètres et peut transporter jusqu'à 18 270 conteneurs. Après Tanger, il poursuivra sa route via le canal de Suez, direction le Proche-Orient.
À présent, environnement au Congo, là-bas, l'eau potable reste une ressource rare, véritable corvée dans plusieurs quartiers de la capitale. Le bidon d'eau coûte 250 francs CFA. Pour être servi au niveau des rares bornes fontaines, il faut se réveiller très tôt. C'est l'entassement des bidons. S'approvisionner en eau potable, tout un programme pour ce quartier de Brazzaville. Ici à Mukundo, les bidons sont indispensables. Pas d'eau dans les robinets, il faut se servir soi-même. Nous passons de ménage en ménage pour collecter les bidons que nous remplissons au forage et que nous distribuons aux habitants du quartier. 250 francs CFA le bidon à la vente. Ce forage appartient à un particulier et rien n'est gratuit. Alors pour faire la vaisselle ou la lessive, pas question. On se contente de l'eau fois polluée des rivières ou des ruisseaux. Les zones rurales sont encore moins bien loties. 10% seulement de la population ont accès à l'eau potable. Mais les points d'eau vont se multiplier pour desservir les villages congolais. Le projet a été lancé cet été par le chef de l'État en personne à Kingoma, dans le sud-ouest. Tous les villages congolais, à partir de 100 habitants jusqu'à peu près des villages qui ne sont pas des sous-préfectures, seront alimentés en eau potable. Pas de robinet dans les maisons, mais de l'eau accessible et gratuite. Un grand changement pour les habitants du village. On avait de l'eau un peu propre, mais c'était très loin, c'était harassant. Il faut partir très tôt le matin, prendre l'eau, venir se préparer, aller au champ, c'était quand même difficile pour les populations. Or, aujourd'hui, on a de l'eau à portée de main, de l'eau de qualité à portée de main. Comme ici, à Kingoma, 2000 villages congolais répartis sur auront d'ici à 3 ans de l'eau potable à portée de main. Voilà, de l'eau potable. Retour à la 5e édition interne de la danse et aura lieu du 19 au 23 septembre. De ce rendez-vous culturel ont annoncé les couleurs de l'événement au cours d'une conférence débat. 5 pays de la sous-région doivent prendre part à ce festival qui devra contribuer au développement de l'Afrique à travers la culture. Mohamed Diarra. Cette prestation du groupe Boisan donne ainsi le ton des activités de la 5e édition du Festival international de la danse et de la percussion FESTIP. Après quelques années d'absence, les organisateurs donnent rendez-vous au public malien le 10 septembre. Le FESTIP est une initiative des anciens cadres de la jeunesse. Son objectif est la culture à travers la vulgarisation des instruments traditionnels. Nous nous sommes rendus compte que la danse dans le domaine de la promotion culturelle au Mali et en Afrique. La danse, la percussion, les chansons sont des éléments indispensables qui permettent à mal d'activités, à d'autres sources d'activités culturelles de se promouvoir. Aujourd'hui, le théâtre a besoin de la danse, le théâtre a besoin des chants. Aujourd'hui, la musique a besoin de la musique. Donc, ces éléments, nous pensons qu'aujourd'hui, Si on est placé sous le signe de 5 pays sont un défi de mode, une innovation qui vise à mettre en valeur le génie créateur des Africains. Ces éléments qui sont des éléments très importants dans le levier du ressort culturel sont menacés. Sont menacés parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un tour en ville, les rythmes que nous avions dans le temps, on sent que les rythmes sont en train d'être dénaturés, d'être dévalorisés. Nos pas de danse sont en train d'être dévalorisés, d'être en tout cas appliqués d'une manière qui font que, de fur et à mesure, ces activités sont en train de perdre de vitesse. Et c'est pour cela que nous avons créé le Festival international de percussion de Bamako. L'ancien directeur des ballets maliens est le coordinateur de ce rendez-vous sur le journal. À la longue, il s'agit de léguer un héritage culturel à la nouvelle génération.
Voilà, je vous l'annonçais donc au début de cette édition. Nous attendons la liste du gouvernement de la République du Mali qui pourra tomber d'un moment à l'autre et la composition de la nouvelle équipe gouvernementale dans une édition spéciale dès que nous recevrons cette liste. Ainsi prend fin cette édition.